Monsieur Sécher, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. c'est normal et je vous en prie. Alors, quel fut l'élément déclencheur des guerres de Vendée? L'élément déclencheur, c'est la notion de liberté. Alors évidemment, quand je dis ça, les gens sont un peu surpris. Et en fait, c'est la liberté d'être, tout simplement. Et en fait, le seul régime qui assure cette liberté, c'est la monarchie. Et c'est pour ça que les gens se soulèvent pour Dieu, puisqu'ils veulent être libres, notamment de croire, et pour le roi, parce que la monarchie est le seul système qui, à l'époque, garantisse les libertés de base. Alors, quand on parle des guerres de Vendée, on pense aux Vendéens, mais aussi les Bretons. Quelles sont leurs implications respectives? Comment on peut clarifier un petit peu ces deux entités dans les guerres de Vendée? Alors, il faut bien distinguer d'un côté les Vendéens, simplement, c'est la rive gauche de la Loire. Et la rive gauche, c'est trois provinces. C'est la Bretagne, avec la Loire inférieure, le Maine, avec le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, avec la Vendée et les Deux-Sèvres. Bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'unité historique, à part bien entendu une identité commune qui puisse ses racines dans la religion, dans les fondamentaux. Bon. Quant à la rive droite, c'est, excusez-moi, la chouannerie. Et la finalité première de l'insurrection chouane, c'est justement récupérer les privilèges de la Bretagne, c'est-à-dire les lois particulières de la Bretagne qui sont nées du traité d'union de 1532, qui est un traité d'union de droit international. Et lorsque la Bretagne s'unit avec la France ou la France s'unit avec la Bretagne, chaque partie garantit à l'autre le respect de ses droits fondamentaux. Alors, comment expliquer, si l'enjeu principal c'est la liberté, que d'autres régions ne se soient pas soulevées au même titre que la Vendée? Ah mais tout le monde se soulève. Alors, pourquoi C'est 70% de la France qui s'est soulevée contre la dictature parisienne, peut-être même 75. C'est un énorme mouvement populaire qui peut être encadré, comme en Bretagne, par sa noblesse, qui peut être encadré par les gens du peuple, comme dans le Berry ou en Vendée militaire, etc. Mais 70% des Français se soulèvent. Ce n'est pas un mouvement spécifiquement breton ou vendéen. Alors, ce qui explique pourquoi on connaît plus la Vendée, c'est par rapport au génocide qu'il n'y a pas eu lieu dans d'autres régions. C'est ça la différence? Oui, c'est ça la différence fondamentale, parce que lorsque les révolutionnaires prennent conscience de l'énormité de l'insurrection, ils ne savent pas comment la réprimer dans le sang. On n'est pas à l'ère Lénine ou Staline. Ils ne savent pas. Tout est inventé en la matière. Et il faut un laboratoire. Et le laboratoire, ça va être la Vendée. Quel est le profil des personnes qui se soulèvent? Des gens qui aiment la liberté, tout simplement. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement des nobles ou des aristocrates, etc. C'est le paysan de base, c'est le tiers-état qui se soulève au nom des droits de l'homme pour être. Pour vous, est-ce qu'un jour, il est envisageable que la République reconnaisse quelque chose, ou tant que nous sommes sous le régime républicain, c'est impossible? Alors, je ne comprends pas pourquoi la France ne reconnaît pas cela. Et ce n'est pas une question de régime, en fait, parce que la manipulation de l'histoire par rapport à la Vendée, ce n'est pas la République qui a commencé cela, c'est la monarchie de Juillet. La République n'a fait qu'accompagner ou prolonger ce que j'appelle le mémoricide. Hein. Donc, le premier à avoir activé cela, c'est Louis-Philippe Ier avec Michelet, qui est le père des révisionnistes, des négationnistes. Bon. Et toutes les chairs de la Révolution et autres qui se sont emballés dans ce mouvement vont dans le même sens, relayés par des politiques comme Jean Jaurès, comme Clémenceau, un peu plus tard d'autres hommes politiques plus récents, comme par exemple Mélenchon. Bon. Et tous ces gens-là font vraiment partie du même courant mémoricidaire. Hein. Alors, il y a en fait trois problèmes à la Vendée. Il y a d'une part la reconnaissance, deuxièmement le problème de l'existence encore de ces lois dans notre arsenal juridique. Et là, il y a deux comportements
que l'on peut avoir, soit le retrait, comme a fait Charles de Gaulle en 1944 par rapport aux lois Pétain, il les retire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il considère que ce gouvernement n'est ni légal ni légitime, donc tout ce qu'il a fait n'existe pas, c'est retiré. Et la deuxième possibilité, c'est l'abrogation. Au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale, il y a ces deux démarches en route. Le problème, c'est que les présidents de chaque assemblée ne déposent pas ça sur le bureau et on ne passe pas au vote. Ça paraît compliqué de penser qu'un bourreau reconnaisse ses torts. Alors, je ne vais pas raisonner comme cela. Il y a l'acte premier qui est vraiment né de bourreau. Et d'ailleurs, on parle toujours du bourreau de base, c'est-à-dire celui qui tue. Mais vous avez toute la hiérarchie de commandement. Et puis, bien entendu, vous avez celui qui a pensé et transmis les ordres, qui sont si on doit faire une hiérarchie, les grands bourreaux. Vous avez Robespierre, Danton, Carnot, Carnot, je rappelle, qui est au Panthéon, etc. Vous avez ceux qui ont conçu le concept de gaz, comme Fourcroy, qui a sa statue sur l'hôtel de ville de Paris, etc. Bon. Tout ça sont les bourreaux, même titre que Lénine l'a été, Staline, Hitler, etc. Ce sont ceux qui ont pensé le système. Et puis, vous avez les exécutants. Ceux qui sont au bout de la chaîne hein, et qui vont obéir à la fois à l'ordre et à la fois à la loi. Bien. Alors, le problème, c'est le traitement de l'histoire et ne pas reconnaître ce qu'ils ont fait et surtout d'avoir inversé la mécanique en France, parce que c'est ce qui s'est passé. On a fait des bourreaux des victimes et des victimes des bourreaux. On est dans une inversion totale des choses. Alors pourquoi est-ce qu'il faut reconnaître ce fait? Pour deux raisons essentielles. Justice, parce que les 200 ans après, il faut dire la chose en conscience. Puis vérité. Hein? On ne peut se reproduire que dans la vérité. Et en fait, c'est tout le débat à l'heure actuelle. Est-ce que oui ou non, on veut dire la vérité aux gens? Alors quant à la République, si les gens refusent de proposer ces lois pour les abroger ou les retirer, là, effectivement, ils font acte de mémoricide et ils sont aussi coupables que les bourreaux. Les révisionnistes sont aussi coupables que les bourreaux. Est-ce que vous sentez, depuis le temps que vous travaillez sur le sujet, une évolution chez les universitaires sur ce sujet, ou ça reste quand même quelque chose de tabou toujours aujourd'hui? Alors, il faut distinguer trois choses. L'université, c'est l'université française. Nous sommes dans un système de cooptation, dans les sciences molles, j'entends, incestueux. Et d'ailleurs, ce qui est passionnant à analyser, c'est qu'on va toujours élire le plus mauvais que soi. Ça donne l'état de l'université à l'heure actuelle. Donc au niveau de l'université, le dernier communiste sera à l'université. Bien. Donc au niveau de l'université, pour le moment, en France, on ne peut rien faire. En France, à l'étranger, ça a beaucoup évolué. Moi, je vais très souvent faire des colloques à l'étranger. Cette notion de génocide, etc., elle est parfaitement établie, reconnue. Là, je vais aller en Turquie prochainement, qui va reconnaître le génocide, en tout cas une ville va reconnaître le génocide des Vendéens. Bon. Ça, au niveau des universités étrangères, il n'y a pas de souci. C'est le problème de l'université française. Deuxième niveau, ceux qui reproduisent l'information, c'est-à-dire les médias au sens large. Alors, il y a deux comportements. Soit on n'en parle pas, disons-le, c'est la presse de gauche. Voire même, on va soutenir les gens qui nient les choses et qui nient même l'existence de la terreur, parce qu'on est arrivé à cela. C'est-à-dire que, comme on ne veut pas de bourreaux et de victimes, on va gommer l'acte. Et donc, il y a un universitaire français, au nom de l'idéologie, parce qu'il faut sauver le soldat Robespierre, va même gommer le concept de terreur en expliquant que c'est une création post-événement. Un truc incroyable. Bien. Donc, au niveau et puis, bien entendu, les médias à droite qui, elles, sont enclins à parler, à reconnaître, etc. Puis, troisième niveau, au niveau populaire. Et là, je pense que c'est là la grande surprise. Le peuple de France suit cela. Il a parfaitement conscience des choses, avec un petit paradoxe,
ceux qui sont peut-être un peu en retard par rapport à cette reconnaissance, ce sont les Vendéens eux-mêmes, parce qu'on les a tellement culpabilisés. On leur a tellement dit que c'était des traites à la République, etc., etc. On leur a appris à être honteux d'eux-mêmes. Et je pense que grâce à deux démarches différentes, celle qui est gigantesque de Philippe de Villiers, avec ses écrits, Le Puy du Fou, il faut aller voir le dernier panache, c'est extraordinaire, bien. Et puis mon travail sur la Vendée, qui est relayé de plus en plus par d'autres historiens, et notamment des chercheurs en histoire. Et petit à petit, eh bien, on réussit à imposer et à faire reconnaître cela. Que diriez-vous à ceux qui, encore aujourd'hui, nient ce génocide? Est-ce qu'il y a une façon simple de leur expliquer qu'il s'agit effectivement d'un génocide, sans rentrer dans des explications Vous savez, on trouve toujours les négationnistes partout, partout. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce vocabulaire, ce concept, initié par Michelet, qui est payé pour ça, hein, va être reproduit à l'infini par tous ceux qui ont nié les génocides commis par Lénine, Staline, Hitler, Mao, Pol Pot. C'est exactement les mêmes mots, exactement les mêmes concepts, exactement la même finalité. Nier la victime. Et en fait, on tue deux fois la victime. On nie la mort directe, mais on nie aussi la mémoire de cette mort. Et tout dernièrement, je suis allé en Roumanie visiter un camp de concentration et d'extermination mis en place par les soviétiques et bien entendu Ceausescu. Il y a eu un couple d'artistes à Sziget qui a voulu sauver ce centre. Et quand vous allez dans ce centre, j'étais l'invité d'honneur, j'ai mis 1h30 à me remettre de ce que je voyais. Ils ont fait une chose très simple, ils ont laissé les choses en l'état et sur les murs, ils ont apposé les photos des victimes. Et quand vous voyez ces regards, quand vous voyez le lieu, quand vous vous promenez dans l'espace, vous êtes saisi. Et c'est pour ça que c'est important de maintenir coûte que coûte ces lieux pour faire œuvre, pour participer à cette reconnaissance au maintien de la vérité. Alors là, vous venez de sortir un livre. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-il? Alors, Miroir sans retour, j'avais étudié, j'avais fait un carottage sur la chapelle Basse-Mer, avec des méthodes. L'histoire est une science, mais selon les sujets, la méthode change, bien, évolue, et il faut l'adapter, etc. Donc j'avais fait ce carottage sur la chapelle Basse-Mer, et j'avais extrapolé sur l'ensemble de la Vendée militaire la méthode utilisée pour la chapelle Basse-Mer. Et ça donnait le génocide franco-français, etc. En travaillant au niveau international, notamment sur l'URSS et sur l'Allemagne nationale-socialiste, on s'aperçoit de deux choses, c'est-à-dire que le modèle d'extermination français a été copié, calqué par Lénine, qui est le relais, qui d'ailleurs est venu étudier ça en Vendée, et ensuite copié par tous ses successeurs, Staline, Hitler, etc. Bien. Et il y a toujours cette manipulation de l'histoire. Par contre, personne ne s'est arrêté sur l'unité de base, c'est-à-dire sur l'individu. Et j'ai pris l'exemple de Cheftel, qui est un médecin, donc il doit protéger la vie, qui est fils de médecin, qui lui est un grand homme, et qui est un ami de Larouérie, le fondateur de la chouannerie bretonne. Et en fait, cet homme a été démasqué par, 100 ans après les événements, comment dire, tout à fait par hasard, par un historien, le nôtre, qui a raconté pourquoi Larouérie était mort et dans quelles conditions, etc. Et il a trouvé aux archives que tout ça était dû à un double jeu de son meilleur ami. Alors c'est très difficile de faire un ouvrage scientifique sur les hommes, parce qu'on ne peut pas rentrer dans leur inconscience ou leur conscience. Et c'est pour ça que j'ai préféré opter pour le récit historique. Et en fait, dans le cadre d'une dernière
confession, la seule sans doute de sa vie d'adulte. Il va raconter tout ce qu'il a fait, tout son double jeu, etc. Et ce qui est incroyable avec cet homme, c'est qu'il y a des pièces d'archives et on a même voté une loi pour les indemniser, lui et son complice. Et pour les indemniser avec leur nom et leur surnom, puisqu'ils avaient un double nom pour ne pas être repérés. Et donc j'ai tenu à raconter cette histoire, et surtout, d'où le titre, ce moment clé qui fait qu'un homme éduqué, imbibé de valeurs helléno-judéo-chrétiennes, va devenir un monstre. C'est-à-dire que comment va se faire ce rite de passage? Et en fait, je l'ai mis face à lui-même, il se regarde dans un miroir, il est incapable de soutenir son regard, il va briser ce miroir. Et le jour où il brise ce miroir, il ne va jamais revenir. Merci beaucoup.